À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous recevons donc en ce moment Éducation internationale avec quatre de leurs représentantes. Alors, mesdames, bonjour, bonsoir presque maintenant. Alors, vous allez bénéficier, comme tous les autres, d'une période de 10 minutes pour présenter, pour résumer vos recommandations, évidemment pour vous présenter pour le bénéfice des parlementaires. Et après ça, on va faire une période d'échange. Alors, le temps commence maintenant. Bonjour, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, je me présente, Lisiane Van der Knapp, je suis la Directrice générale d'Éducation internationale. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Odile René, qui est conseillère à la mobilité internationale chez Éducation internationale et qui possède aussi le titre de conseillère réglementée en immigration pour les étudiants étrangers. Nous accompagne aussi Mme Véronique Marin, qui est directrice générale adjointe de la commission scolaire Lester B. Pearson, qui est un membre, une institution membre d'éducation internationale, et elle est désignée aujourd'hui par la table des DG des commissions scolaires anglophones pour participer à la commission avec éducation internationale. Et finalement, Mme Marjorie Ménard, qui est directrice des affaires éducatives à la Fédération des centres de services scolaires du Québec, une autre institution membre de la coopérative Éducation internationale. Et Mme Ménard est désignée par la présidente directrice générale de la Fédération des centres de services scolaires pour prendre part à la commission aussi ce soir. Éducation internationale a déposé un mémoire en juillet dans le cadre de la consultation publique en cours. Ce soir, nous venons vous présenter quelques-unes de nos recommandations clés et qui nous permettent tout particulièrement de faire valoir, à travers notre exposé, la pertinence de favoriser et valoriser les étudiants étrangers de la formation professionnelle comme candidats à l'immigration permanente, incluant ceux et celles inscrits dans des programmes ou combinaisons de programmes de moins de 1800 heures et que ces programmes soient enseignés en français ou en anglais. Un mot rapide sur Éducation internationale pour nous situer. Alors, Éducation internationale, c'est une coopérative qui a été créée par le réseau scolaire il y a de cela plus de 20 ans et qui, aujourd'hui, est gouvernée et appartient au réseau scolaire, c'est-à-dire les centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Nous offrons différents services spécialisés au réseau scolaire, notamment en matière de promotion des études au Québec en formation professionnelle spécifiquement et d'appui conseil en immigration. Nous avons un mandat du ministère de l'Éducation du Québec, le MEC, en ce sens, à travers une entente de service. Je commence notre exposé en soulignant que nous saluons certaines dispositions de la réforme proposée au volet diplômé du PEC, le programme de l'expérience québécoise. Jusqu'à aujourd'hui encore, les étudiants internationaux issus d'un programme de formation professionnelle, ou FP, doivent accumuler 18 mois de travail avant de déposer leur demande d'admission au PEC, alors que les étudiants issus des paliers de l'enseignement supérieur, donc au niveau collégial et universitaire, ont pour leur part une exigence d'avoir accumulé 12 mois de travail. Une modification au règlement sur l'immigration est proposée dans le cadre de la présente réforme et vient établir une exigence identique en termes d'expérience de travail pour tous les étudiants étrangers. Nous saluons cette proposition car ceci aura pour effet non seulement de valoriser davantage la formation professionnelle, en plus de faciliter la compréhension des procédures et prérequis à rencontrer pour les candidats internationaux aux études au Québec, puis pour les candidats au PEC. Nous souhaiterions cependant voir un autre critère d'admission au PEC volet diplômé être modifié. De fait, la liste des programmes de formation professionnelle admissibles nous apparaît trop restrictive. Le facteur utilisé pour définir quel programme est admissible au PEC ou non est la durée en heures du programme, soit 1800 au minimum, et non la pertinence du programme d'études en lien avec les besoins du marché du travail. Ainsi, les finissants des programmes de plomberie-chauffage, 1680 heures, ferblanterie, 1605 heures, ou encore charpentier-menuisier, 1350 heures, ne se qualifient pas au PEC, alors que le Québec connaît une pénurie de main-d'œuvre importante dans le secteur de la construction et que sévit une grave pénurie de logements dans toutes les régions du Québec. Je pourrais vous nommer encore plusieurs exemples de programmes de moins de 1800 heures qui répondent de façon documentée à des besoins de main-d'œuvre criants, notamment dans les secteurs jugés prioritaires dans l'opération main-d'œuvre du gouvernement du Québec, notamment en santé, tel que le programme Assistance technique en pharmacie de 1590 heures. Mentionnons également que près du tiers des professions qui apparaissent à la liste des professions admissibles au traitement simplifié qui est établi par le gouvernement du Québec exigent un diplôme de formation professionnelle comme formation préparatoire. On tient d'ailleurs à saluer les mémoires de différents acteurs du secteur privé qui avancent le même argument qu'Éducation internationale. Au chapitre, la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui inclut une liste de 23 professions en déficit de main-d'œuvre et dont le programme de formation préparatoire en est un de niveau professionnel et qui compte moins de 1800 heures.
En ce qui concerne notre propre mémoire, nous avons émis la recommandation à l'effet que non seulement les diplômes d'études professionnelles, les DEP, mais aussi tout programme ou combinaison de programmes, que ce soit des AEP, des doubles DEP ou des DEP plus ASP de moins de 1800 heures, soient considérés pour être intégrés au volet diplômé du PEC. En formation professionnelle, les programmes existent car ils répondent aux besoins du marché du travail. Notons, entre autres, que c'est en réponse aux employeurs que des centres de formation professionnelle du réseau ont fusionné des DEP pour créer des programmes tels que secrétariat et comptabilité pour préparer à la profession d'adjoint administratif. Alors, pourquoi le gouvernement du Québec trace-t-il une ligne à 1800 heures? Est-ce le nombre d'heures suffisant pour calculer qu'une personne est suffisamment intégrée au Québec pour réussir un projet d'immigration à long terme? Pourquoi pas 1500 heures? Pourquoi pas 1200 heures? Et pourquoi exclut-il les combinaisons pertinentes de programmes autres que le DEP classique ou encore le DEP-ASP menant à un métier donné? En contexte de pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'on a le loisir de laisser la frontière au programme classique de 1800 heures eu égard aux besoins de main-d'œuvre? Ça vaut la peine de se poser la question. Chez Éducation internationale, nous sommes convaincus que l'ajout à la liste des programmes admissibles de ces programmes ou combinaisons de programmes de moins de 1800 heures, mais qui répondent aux besoins du marché du travail, est une proposition pertinente et judicieuse. Le gouvernement du Québec fait déjà le travail d'identifier les secteurs d'emploi et professions prioritaires. Ces outils pourraient être utilisés pour déterminer les balises dans le cadre du PEC également. Pour répondre aux besoins du marché du travail, notamment en région, nous avons fait des recommandations autres. Le secteur de la formation professionnelle aimerait voir une mesure équivalente ou similaire à ce qui a été annoncé en mai 2022 par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Cette annonce concerne une mesure d'une valeur de 80 millions de dollars qui prend la forme d'exemption de droits de scolarité des étudiants internationaux qui étudient en français dans un programme ciblé par l'opération main-d'œuvre dans les établissements d'enseignement supérieur uniquement, donc les cégeps et les universités, situés à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Pourtant, la formation professionnelle fournit aussi une partie de la réponse aux cibles entrevues par l'opération de main-d'œuvre et dans toutes les régions du Québec où se retrouvent les plus de 190 centres de formation professionnelle. Il faut reconnaître aussi que les formations de différents niveaux conduisent à l'exercice de métiers différents. Un ingénieur électrique ne fait pas le même métier qu'un électricien. Les deux sont essentiels et issus de paliers de formation différents. Mentionnons que le MEC souhaite voir grimper de 30 000 le nombre d'élèves en formation professionnelle chaque année et les élèves internationaux font partie de la solution. Disons donc aux candidats internationaux que la formation professionnelle est valorisée au Québec et démontrons-le de façon concrète, incluant à travers des mesures d'attraction et de rétention des candidats à l'immigration. Dans la situation actuelle, inéquitable, on envoie un message clair aux candidats étrangers, mais aussi aux Québécois, que la formation professionnelle est un second choix de carrière, alors que des efforts sont faits actuellement par le MEC pour moderniser et valoriser la formation professionnelle. Tout mon exposé jusqu'à maintenant a porté sur l'économie et la main-d'œuvre, qui est une des deux branches du Y dont nous parle Mme la ministre dans le cahier de consultation. L'autre branche concerne la langue française et la francisation. Abordons donc maintenant les exigences de langue française des candidats au PEC volet diplômé. Éducation internationale et son réseau, incluant les commissions scolaires anglophones, croient à l'importance de protéger la langue française au Québec. Cependant, nous croyons que le gouvernement devrait opter pour une approche plus inclusive afin de prendre en compte les nombreuses façons dont les gens acquièrent des compétences linguistiques. Le volet diplômé du PEC devrait rester une option pour tous les étudiants, quelle que soit la langue d'enseignement, en démontrant la maîtrise de la langue française par le biais d'un test standardisé. Cette option est offerte aux candidats du programme de sélection des travailleurs, par exemple, alors il serait équitable d'appliquer la même exigence aux diplômés du Québec. Imposer une règle si sévère, c'est-à-dire aucune étude dans un programme en anglais, vient aussi miner davantage l'attractivité du Québec devant les autres provinces, en plus de nuire à la francisation, puisque les étudiants non francophones, mais intéressés par notre langue, se verront découragés de poursuivre leurs rêves au Québec. Nous souhaitons terminer notre exposé en faisant du pouce sur ce qu'écrit le premier ministre dans son mot d'ouverture du cahier de consultation publique. Celui-ci dit, en parlant des étudiants étrangers, qu'étant donné que ces personnes possèdent un diplôme québécois, qu'elles sont jeunes et qu'elles vivent déjà ici, en français, depuis plusieurs années, elles constituent un bassin exceptionnel où recruter des nouveaux Québécois et Québécoises. Nous avons envie d'ajouter que la présence de ces étudiants internationaux au sein des établissements de formation permettent, premièrement, de combler des cohortes incomplètes, notamment dans des programmes ou régions en perte d'effectifs et étudiants, et ainsi maintenir l'offre de formation dans les régions. Sans eux, nombre de Québécois ne pourraient pas bénéficier d'une formation, car la cohorte à laquelle ils sont inscrits pourrait ne pas démarrer. Ceci vaut également pour les formations en anglais, qui risquent d'être affectées avec la réforme du PEC si elle est maintenue telle qu'elle est prévue actuellement.
Ensuite, la présence des élèves internationaux dans les CFP permet aussi de combler des besoins de main-d'œuvre localement à très court terme, les étudiants internationaux pouvant travailler à temps partiel pendant et suite à leurs études pour une durée moyenne de 1 à 3 ans grâce au permis de travail post-diplôme. Et finalement, les étudiants internationaux permettent de contribuer à la régionalisation de l'immigration, la formation professionnelle étant offerte dans près de 200 établissements dans toutes les régions du Québec. En raison de tous les avantages évidents qu'apporte l'attraction et la rétention des étudiants étrangers, nous recommandons fermement que les admissions via le PEC volet diplômé ne soient pas comptabilisées dans les cibles en matière d'immigration permanente au Québec, peu importe le nombre d'immigrants qui sont visés par le Québec, scénario 1 ou scénario 2. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On va donc débuter la période des échanges avec la banquette ministérielle, gouvernementale. 16 minutes, 17 secondes pour vous, Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous toutes, Mesdames. C'est intéressant de voir comme ça une banquette très féminine de ce côté-ci. Donc, merci de nous partager votre expertise, votre expérience également, puis votre vision d'avenir pour la formation professionnelle. C'est de longue date qu'on dit qu'il faut valoriser davantage la formation professionnelle. Je me souviens que j'étais à l'école secondaire et déjà, on tenait ce discours-là. Je ne vous dirai pas en quelle année c'était, mais c'est pas d'hier. Donc, un vœu renouvelé de longue date. Je vous amènerai sur un des thèmes que vous avez abordé dans le cadre de votre intervention, à savoir les mesures d'exemption des droits de scolarité supplémentaires pour les étudiants étrangers là, de niveau collégial et universitaire. Donc, vous en souhaitez une pour la formation professionnelle. Quelle ampleur vous verriez que ça puisse avoir si c'était appliqué à la formation professionnelle? Combien d'étudiants verriez-vous qui devraient profiter de cette mesure-là pour que ça ait un impact significatif? Et quel secteur vous verriez qu'on puisse intégrer dans une mesure de la sorte? Est-ce qu'on devrait s'en remettre à l'opération main-d'œuvre ou vous auriez une autre grille d'analyse à proposer? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Bien, je peux peut-être me lancer, mais déjà, la mesure qui a été annoncée, c'est d'une valeur de 80 millions, ce qui n'est pas négligeable, disons. Puis en parlant au réseau scolaire, on ne s'attend pas nécessairement à ce que ça soit exactement équivalent, ça peut être similaire, mais c'est un dialogue qu'on n'a pas été capable d'avoir encore, puis on a essayé quand même là, auprès du MIFI, du MEC, on attend des retours. Puis, donc, pour l'instant, là, j'ai pas on ne l'a pas chiffré. Je ne sais pas si, Marjorie, il y a quelque chose que tu veux rajouter à ça, mais... Bien, en fait, on estime, selon le ministère de l'Éducation, qu'il y a une proportion environ de 10 000 étudiants étrangers en formation professionnelle. Un chiffre qui n'est pas spécifiquement comptabilisé, là, c'est vraiment un estimé selon le ministère de l'Éducation. Donc, rien de moins que sa juste part, donc comparativement à l'enseignement supérieur. Donc, 10 000. Est-ce que c'est réparti assez équitablement entre l'ensemble des régions du Québec, ces 10 000 étudiants? Est-ce que vous avez une idée de leur répartition géographique? Bien, ce qu'on peut dire, là, c'est que, contrairement au palier d'enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation du Québec là, n'a pas de données précises là, sur les élèves internationaux en formation professionnelle. Fait que c'est plutôt en croisant des données et tout ça. On peut vous parler de l'expérience de Québec Métiers d'avenir. Nous, en ce moment, il me semble qu'on a à peu près 800 élèves internationaux là, en formation professionnelle qui passent par nos services parce qu'on recrute et on accompagne des élèves internationaux en formation professionnelle. Nous, on peut vous dire que c'est 50 des élèves qu'on recrute là, qui vont en région à l'extérieur de Montréal. Ils sont répartis. Ils sont dans toutes les régions du Québec. Je l'ai mentionné, là, il y a près de 200 centres de formation professionnelle, puis dans toutes les CSS, là, dans tous les centres de services scolaires, on retrouve des étudiants internationaux, ça c'est certain. Est-ce que c'est vous qui êtes mandaté par ces centres de formation professionnelle pour rayonner à l'international? Exact. Oui, okay, vous avez le mandat de représentation. Bien, parlons justement de régionalisation. Là. Vous proposez en fait qu'il y ait un traitement plus rapide pour les personnes étudiantes en région. Pour favoriser l'attractivité en région, mais comment est-ce que le ministère pourrait s'assurer qu'une fois les études terminées, bien, que les personnes restent en région s'il y avait eu un avantage au niveau de la rapidité de l'analyse de leurs demandes? On voudrait quand même qu'ils restent en région, qu'ils s'inscrivent dans la durée. Donc, mais comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que les personnes, justement, ne reviennent pas à Montréal aussitôt les études terminées, alors qu'ils auraient bénéficié d'un avantage qui concernait la régionalisation?
Je pense que souvent, quand les gens ont vécu une expérience d'études, une expérience professionnelle dans une région, ils vont avoir quand même un attachement à cette région-là. Donc, souvent, les études professionnelles, en moyenne, c'est 1 an et demi. Après ça, une expérience de travail, peut-être, de quelques temps. Ça fait que les gens sont quand même beaucoup plus intégrés dans ces régions-là pour demeurer là-bas. Ça peut aussi être du déclaratif. On sait qu'il y a certains programmes que c'est sur le déclaratif. On déclare vouloir demeurer au Québec. Donc, ça peut être un déclaratif de demeurer en région. Ça pourrait être une des possibilités aussi. Bien, merci, Madame la Présidente. Je vais céder la parole à des collègues. Merci beaucoup. Alors, je reconnais la députée de Lotbinière-Frontenac pour une période de 11 minutes 43 secondes. Merci, Madame la Présidente. Donc, bonsoir, Mesdames. Je vais dire comme la ministre, c'est le fun de voir autant de femmes ce soir. Donc, moi, je vais rester sur la question de la régionalisation. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'approche que nous mettons de l'avant dans le plan d'action pour la régionalisation du ministère, à savoir la régionalisation primaire. Puis, j'aimerais aussi savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que les établissements d'enseignement ont un rôle à jouer dans la rétention des étudiants étrangers? Puis, si oui, lequel? Peut-être nous rappeler, c'est quoi la régionalisation primaire? Bien, c'est d'amener tout de suite les étudiants étrangers en région. Bien, c'est un peu ce qu'on fait, nous, de notre côté, au niveau du recrutement des étudiants étrangers. On amène les étudiants directement dans les centres de formation professionnelle qui se trouvent à travers le Québec. Donc, on a au moins la moitié qui est de la régionalisation primaire, comme vous l'appelez. Donc, déjà, on le fait. Évidemment, les régions entières ont une responsabilité pour pouvoir faciliter l'intégration, faciliter la rétention, autant les établissements d'enseignement que le milieu de vie. Donc, c'est un peu un tout là, de ce côté-là. Nous aussi, même, on joue un rôle là, dans la rétention des étudiants en les préparant, en les informant. Il faut savoir dans quelle région on s'en va vivre quand on arrive pour ne pas être trop surpris non plus. Donc, il y a toute la préparation aussi, mais il y a aussi l'accueil, l'intégration sur place qui appartient à toute la population, finalement. Parfait. Je pourrais rajouter un petit mot aussi. Peut-être que ce qui fait la différence aussi, là, c'est de pouvoir accompagner les gens avant qu'ils arrivent. Puis nous, c'est ce qu'on fait, puis on pense que c'est un peu un gage de notre succès aussi. Là, parce qu'un étudiant international, évidemment, peut cogner à la porte d'un établissement puis dire « moi, je veux aller là », mais sans nécessairement avoir fait un chemin qui lui permet de valider son choix de programme, son choix de lieu d'études, la région où il veut s'établir. Puis après ça, c'est à quoi ressemblent peut-être les perspectives pour s'insérer dans la communauté aussi. Donc, quand on leur offre des services d'accompagnement en amont, on voit qu'il y a beaucoup plus de chances, de réussir son parcours scolaire, de demeurer en formation. Puis ça, nous, on échange souvent avec des gens, là, des fonctionnaires du MIFI puis du MEC, puis on nous dit que ça fait une différence quand même parce que l'Éducation internationale, on fait cet accompagnement-là, puis il y a une différence par rapport à un élève qui va arriver par son propre chemin ou à travers d'autres types de services, mais qui n'a pas été accompagné en amont. Fait que pour valider un peu les choix qu'il fait. Fait que ça peut être une façon de donner du succès à votre démarche, là. Chez moi, j'ai le centre professionnel, centre de formation professionnelle, le Tremplin, à Thetford Mines. On a beaucoup d'étudiants étrangers. Comment vous les accompagnez, les centres professionnels? Québec Métiers d'avenir, qui est un service d'éducation internationale, offre différents services, dont un service de recrutement d'étudiants, donc tout ce qui est promotion, accompagnement, comme ma collègue le mentionnait, accueil, intégration, préparation pour l'arrivée, accueil, pendant la formation aussi. On offre aussi d'autres services au niveau des centres de formation professionnelle directement ou des centres de services scolaires, là, au niveau de l'appui conseil, au niveau de l'immigration. Donc, souvent, ils sont un peu, s'ils n'ont pas un volume d'étudiants étrangers, ils sont un peu démunis au niveau des compétences en immigration, les règles, les lois, etc. Donc, on offre un appui conseil là-dedans. Parfois, c'est des situations aussi plus spécifiques ou plus difficiles, donc on peut offrir cet appui conseil-là. On est aussi mandaté par le ministère de l'Éducation tout dernièrement pour faire l'appui conseil au niveau aussi des exemptions de droits de scolarité, parce qu'il y a là aussi encore une grande liste de règles et d'exemptions possibles. On offre un appui conseil pour les évaluations de documents scolaires aussi étrangers. Donc, on les appuie, on offre des webinaires aussi au CSS, des séances d'information, etc. On les appuie dans ce qu'ils veulent, c'est nos membres. Donc, on leur offre les services qu'ils nous demandent ou ceux qui ont besoin.
Parfait. À la page 8 de votre mémoire, vous saluez les efforts du gouvernement du Québec pour offrir des cours de français gratuits pour les personnes domiciliées au Québec et aussi les personnes à l'étranger détentrices d'un certificat d'acceptation du Québec. Avec Francisation Québec, nous poursuivons nos efforts pour diversifier et bonifier notre offre de cours. On parle de cours à temps partiel, de temps complet, de présentiel ou en ligne, de cours de jour ou de soir. Puis, depuis 2019, les personnes qui sont en statut temporaire au Québec ont accès à la francisation offerte par le MIFI. Vous mentionnez également que les étudiants ont accès à la francisation à même les établissements d'enseignement. Nous avons effectivement des partenaires dans le réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Verrez-vous un rôle particulier ou accru pour les établissements d'enseignement en matière de francisation? En fait, tout à fait. Là, on collabore déjà avec le ministère de l'Éducation et le MIFI, notamment Francisation Québec, là, pour mettre en place tous ces services-là, là, selon les orientations là, convenues là, dans la loi là, pour Francisation Québec. Tout à fait. Puis, par exemple, pour un rôle accru, est-ce que vous voyez ça ou... Pour les centres de services scolaires, effectivement, ils ont déjà un rôle de premier plan dans les centres d'éducation des adultes, mais au niveau des centres de formation professionnelle, il y a un service aux entreprises qui est déjà en place depuis plus de 20 ans dans chacun des centres de services scolaires et tout le déploiement de la francisation en milieu de travail pour les travailleurs. Les travaux là, débutent actuellement et à partir du 1er novembre, là, les Francisation Québec pour la francisation en milieu de travail là, va s'opérer là, de façon plus pointue, mais tout à fait, là, en fait, plus précisément, les services aux entreprises, des centres de services scolaires et des commissions scolaires offrent déjà de la francisation, mais financée par Service Québec. Mais à partir du 1er novembre, comme vous le savez, les crédits seront déplacés à Francisation Québec. Et on est en train, là, justement, d'opérationnaliser là, tous ces paliers de services-là là, pour les entreprises et les travailleurs. Parfait. Je tiens aussi de vous mentionner que les commissions scolaires anglophones sont tous aussi présents à Francisation Québec. Et donc, nous offrons des cours de francisation dans les centres de formation professionnelle et aussi les centres de formation aux adultes. Parfait. J'aimerais aussi revenir sur les activités de votre organisme. Vous avez un partenariat avec le MEC pour ce qui est de la promotion et de l'attraction des étudiants étrangers dans la filière formation professionnelle. Je sais également que vous avez des activités ponctuelles avec le MIFI. Sentez-vous qu'il y a un attrait grandissant pour la formation professionnelle au Québec de la part des étudiants étrangers? Puis, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus en demande? Oui, je peux y aller. Un intérêt grandissant. Je pense que l'intérêt a toujours été là pour les étudiants internationaux, pour la formation professionnelle. Ça grandit, évidemment. La sensibilisation aussi, puis l'information se fait autant au niveau des Québécois que des étudiants internationaux. Donc, de toujours mettre de l'avant la formation professionnelle, les débouchés possibles et tout ça, je pense que de toute façon, il faudra continuer. Mais l'intérêt était là. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. Il était là il y a 10 ans, il est encore là maintenant. Donc, parce que ici, c'est quelque chose qui est valorisé, qui est intéressant pour eux, plus que dans plusieurs pays où la formation professionnelle ou la réorientation de carrière va être moins valorisée, moins bien vue, tandis qu'ici, ils vont pouvoir venir faire une nouvelle formation si c'est une réorientation ou bien juste affiner leurs compétences. J'avais sorti un peu les formations qui, nous, les étudiants internationaux, nous demandent le plus, qui sont le plus en demande de notre côté, là. C'est sûr que, vous allez voir, ce qui ressort, c'est les formations de 1800 heures, on ne se le cachera pas. Donc, infographie, soutien informatique, santé assistance soins infirmiers, comptabilité, secrétariat pour le double DEP adjoint administratif, cuisine, vente conseil, qui ne sont pas des DEP de 1800 heures, ressortent beaucoup. J'ai ressorti aussi ce qui sortait le plus au niveau de la construction. On a beaucoup de demandes pour dessin de bâtiment, électromécanique, mécanique industrielle, charpenterie-menuiserie, plomberie-chauffage. C'est les DEP qui ressortent le plus au niveau de la demande. Mais on a des étudiants qui ont aussi d'autres intérêts, d'autres motivations. Donc, on a des demandes à peu près tous les secteurs des DEP quand même.
Puis, tout à l'heure, vous avez parlé de la pertinence des programmes en lien avec les besoins du marché versus les 1800 heures de programmes. Est-ce que, dans le fond, les programmes qui sont les plus en demande sont en lien avec les besoins du marché? Bien, je pense, puis là, peut-être qu'Odile va répondre mieux que moi parce que ça fait 10 ans qu'elle parle à des étudiants internationaux, mais on a l'impression que si les règles changent puis que justement on baisse le 1800 heures à 1500, bien là, il y a des programmes qui vont devenir populaires. Fait que les gens vont choisir le 1800 heures parce qu'au final, ils souhaitent peut-être avoir l'option de pouvoir immigrer au Québec de façon permanente. Donc, il faut penser qu'il y a des programmes qui sont peut-être juste plus populaires parce qu'ils franchissent la barre du 1800 heures. Je peux peut-être renchérir juste un petit peu sur ça. Je pense que la majorité des étudiants internationaux, quand ils se lancent dans cette aventure-là, ils ne savent pas encore qu'est-ce que ça va donner. T'sais, ils ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils vont vouloir. Ils ont peut-être une idée, un intérêt, mais la finalité, ils ne la connaissent pas encore. Donc, ils veulent peut-être assurer un peu leurs arrières en ayant plus de possibilités. Donc, ils vont aller vers des formations qui vont mener vers une démarche potentielle de résidence permanente pour avoir cette option-là. Parce que si jamais ils veulent faire ça, ils veulent avoir la possibilité, sinon ils vont être bloqués à quelque part. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, cette espèce de double intention. Si le seuil était un peu plus bas au niveau des formations et que ça ouvrait à plus de formations, sans doute que les gens iraient encore plus vers des formations qui touchent leurs propres intérêts, leurs motivations, puis que ça serait un peu plus varié au niveau de la demande des différents DEP, des différentes formations. Parfait. Il reste 40 secondes. Bien, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter comme rôle accru, si je peux me permettre. En fait, comme vous le savez, le réseau scolaire a l'expertise en francisation depuis plus de 30 ans. Là, ça fait partie de son régime pédagogique. Bien entendu, une contribution étroite pour l'évaluation du français serait fort appréciée, puisque l'expertise, elle est présente actuellement. Donc, comme rôle accru, là, je pense qu'on pourrait tous contribuer là, à l'évaluation du français. Merci beaucoup. Alors là, le temps est écoulé. Je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle pour une période de 12 minutes 23 secondes. Monsieur le député, le temps est commencé. Oui, merci, Madame la Présidente. Bonjour, avocate. Merci pour votre présence. Mémoire très détaillée, vous ciblez vraiment le PEC du début jusqu'à la fin. Avant d'aller dans le vif du sujet avec le rapport, vous avez vécu la dernière réforme de 2019. J'en suis sûr et certain que s'il y a un groupe qu'on doit écouter sur les choses à ne plus faire avec le PEC, c'est vous. Pouvez-vous nous dire comment la dernière réforme a affecté vos services, a affecté vos contacts, a affecté un peu le réseau qui utilise le PEC comme moyen pour attirer les étudiants internationaux au Québec? Je peux peut-être me lancer. Je pense que la plus grande différence, c'est que, évidemment, les consultations publiques, la préparation n'a peut-être pas eu lieu lors de la première réforme. Donc, d'arriver avec des changements rapides, des changements radicaux aussi, ça chamboule un peu les choses pour tout le monde, surtout pour les gens qui avaient des projets de vie ou qui avaient basé leur projet d'études sur différentes choses qui, là, ne fonctionnaient plus. Il y a aussi des travailleurs dans ça. Là, on n'en parle pas aujourd'hui, mais ça a aussi affecté les travailleurs autant que les étudiants. Donc, je pense que les choses à ne plus faire, c'est ne plus changer les choses aussi radicalement sans avertissement. Ça, je pense que c'est un peu la base là, des changements de politique. Ensuite, peut-être de toujours cibler c'est quoi notre besoin. Ça va être ça aussi l'important. Donc là, à cette période-là, quel était le besoin? Vous pourrez répondre mieux que moi. Mais aujourd'hui, c'est quoi notre besoin? C'est un besoin au niveau de la main-d'œuvre. C'est un besoin au niveau d'avoir aussi des étudiants pour pouvoir continuer à donner les formations dans les centres de formation professionnelle. Donc, de cibler le besoin et de mettre les politiques en lien avec le besoin pour atteindre notre objectif, finalement. Est-ce que vous avez vu des classes, je dirais, où il n'y avait pas assez d'étudiants sur ton région, parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants internationaux? En fait, en quelque sorte, c'est que, vous comprenez ce que je dis au niveau du barème, le nombre de personnes pour ouvrir une classe. Et moi, à l'époque, j'étais porte-parole, je faisais presque la même chose, drôle de coïncidence. Je recevais des appels en région
pour me faire dire de faire réaliser au gouvernement l'ampleur des dégâts causés par la réforme du PEC et que si on ferme le PEC étudiant, c'est carrément des classes fermées en région pour certaines formations. Pouvez-vous le confirmer? Vivre pour le confirmer. Par contre, moi, je peux confirmer qu'en ce moment, on a encore des classes qui ferment. Il y en avait aussi pendant la réforme. Il y en avait un petit peu avant la réforme, mais c'est sûr que ça l'a quand même augmenté. Puis encore aujourd'hui, on a des classes qui ferment, pas seulement en région, même à Montréal. Je pense que vous voulez intervenir. Je suis tout à fait en accord avec ma collègue. Là, ça se voit encore aujourd'hui. Puis c'est pas juste avec les étudiants internationaux, mais nécessairement, s'il y avait plus d'étudiants internationaux, il y aurait moins de fermeture de groupes. Là. La composition des groupes, c'est un enjeu essentiel là, pour démarrer les groupes. Et ça se voit pour bien des programmes d'études. Ouais. Donc la pression sur les programmes d'études, elle est tellement rendue forte que sans étudiants internationaux, on risque de compromettre certaines formations en régions éloignées, et même à Montréal, vous me dites, même à Montréal. Hein? Est-ce que j'ai bien compris? OK. Parlez-moi un peu de la concurrence avec l'Ontario. J'ai vu que depuis la réforme du PEC, l'exemple Gatineau, Ottawa, il y a pas mal de collèges qui maintenant recrutent à l'international. On parlait aussi du Nouveau-Brunswick. Pensez-vous que la réforme a poussé certains étudiants internationaux d'aller voir ailleurs et non pas venir au Québec? Assurément. Oui. Bien, tu sais, il faut penser, là, se mettre dans les souliers d'un étudiant international qui se magasine une destination, puis là, il voit que le gouvernement change les règles rapidement, sans crier gare, un peu comme dit Odile. Donc là, il peut avoir peur. Bien là, si je m'engage, est-ce qu'ils vont encore changer les règles? Donc, il y a ça qui fait peur. En plus, au Québec, on a des délais plus longs de traitement des dossiers là, après là, pour accéder à la résidence permanente. Puis, tu sais, c'est pas un mois de plus. C'est quand même assez substantiel comme délai supplémentaire. Donc, on perd un peu en attractivité. Puis nous, on suit beaucoup le marché. Là. On surveille beaucoup le marché français, ouest-africain. On a des réseaux sociaux très actifs à travers lesquels on rejoint 12 millions de personnes. Puis ces gens-là commandent beaucoup aussi, puis ils disent, puis on le voit, là, tu sais, puis pas juste sur nos réseaux sociaux, mais dans d'autres canaux aussi, que le Québec est... Tu sais, il y en a beaucoup qui rêvent encore du Québec, c'est certain, là, mais le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, c'est des destinations aussi là, qui sont vraiment en compétition avec nous, là, malgré que ça... Puis pour des francophones, puis le fédéral a lancé une offensive pour recruter des étudiants internationaux francophones dans les autres provinces. Donc, on est en compétition, puis il faut demeurer compétitif. Puis nos recommandations, puis dans le mémoire, on l'a écrit, je ne l'ai pas mentionné parce que j'avais seulement 10 minutes, mais elles vont aussi dans le sens de s'assurer que le Québec demeure compétitif là, à l'échelle internationale. C'est là où je voulais vous ramener, parce que cette mise en contexte, elle est très importante pour le bénéfice des membres de la Commission. En général, avant d'entreprendre une nouvelle réforme, il faut apprendre des erreurs du passé par rapport au PEC. Le contexte a beaucoup changé. La réforme, il a dévoilé à tout le monde, surtout ceux qui choisissent le Québec, d'autres possibilités d'aller dans d'autres provinces. Moi, j'ai vu l'offensive de beaucoup de provinces, justement d'aller dans des marchés francophones, et je vois des collèges de plus en plus partir à l'extérieur. Là, j'ai devant moi vos propositions. Et je vais aller une à la fois, rapidement. Vous dites qu'il faut permettre aux étudiants des universités anglophones de passer un test de francisation pour juger de leur éligibilité au PEC. Vous savez que maintenant, par rapport au PEC, pensez-vous que, avec la mesure qu'on a pour le PEC qui cible les étudiants anglophones, pensez-vous que c'est une bonne mesure pour garder ces jeunes au Québec ou au contraire, ça ne va pas nous aider à les garder? Bon, je peux répondre? Non, c'est au contraire. Les élèves qu'on recrute qui viennent faire leur formation en anglais chez nous, ils savent très bien que le Québec, c'est une province où on parle le français. Et quand ils viennent nous parler, ils sont très prêts. Ils sont d'ailleurs motivés à apprendre le français. Mais souvent, l'anglais, c'est leur deuxième langue. Alors, pour commencer une formation, c'est plus facile pour eux. Mais tous, et vous avez eu des témoignages ici la semaine passée, puis on en a des dizaines à vous en donner, c'est des élèves qui sont très prêts et veulent, et d'ailleurs commencent à apprendre le français dès leur pays d'origine. Alors, en excluant ou en mettant une exigence, en fait, au PEC pour ces élèves-là,
En fait, on enlève une voie de francisation parce qu'ils ne seront pas motivés à se franciser si, à la fin, ils n'ont pas le même bénéfice que les autres élèves. Alors, je vous confirme que dans les écoles, dans les centres de formation professionnelle anglophones, les élèves commencent tout de suite, presque dès l'arrivée au Québec, à prendre des cours de francisation, que ce soit dans le centre lui-même ou ailleurs, à travers du service du MEFI. Alors, ce n'est pas un enjeu, d'après nous, et nous sommes dédiés et on est là comme partenaire pour franciser ces élèves-là, pour qu'ils puissent devenir des membres productifs dans la communauté, qu'ils aient choisi d'étudier en français ou en anglais. Donc, votre demande aujourd'hui, que ce soit un étudiant dans une université anglophone ou dans un réseau anglophone, qu'il soit traité au même pied d'égalité que son homologue dans un autre cadre francophone, on s'entend, la personne doit parler le français. Fait, ils peuvent le démontrer par un test standardisé ou le test du MIFI ou le test, en fait, de francisation que nous offrons dans les commissions scolaires anglophones ou francophones. Que vous offrez. Excellent. Bon, je vais passer à un autre point que vous avez marqué qui est très important. Vous dites aujourd'hui que le PEC, on doit l'élargir au programme collégiaux de formation professionnelle. Vous avez fait l'énumération de beaucoup de métiers que sont en demande énorme avec une pénurie. Donc, c'est ça votre demande par rapport au PEC? OK. Vous mentionnez qu'il faut simplifier les exigences de travail du PEC, parce que là, le programme d'expérience québécoise, il y a le volet étudiant, il y a le volet travailleur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on enlève? Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement change dans la prochaine version des exigences de travail pour le programme d'expérience québécoise? En fait, ce que le gouvernement propose présentement, c'est de rayer la demande d'avoir une expérience de travail pour tous les étudiants étrangers, qu'ils soient au niveau professionnel, technique ou universitaire. Puis nous, on salue là, cette initiative-là. On pense que quand même les gens, quand ils ont déjà fait 1 an, 2 ans de formation, ils sont déjà quand même bien intégrés. Puis déjà, ils vont être sur leur permis de travail post-diplôme. Avant d'avoir leur résidence permanente, ils ont largement le temps de s'intégrer avant de recevoir leur résidence permanente puis de faire partie du bassin d'immigration permanente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a salué dans notre mémoire. Oui, allez-y. Peut-être, il ne faudrait pas oublier non plus que la formation professionnelle, la majorité des formations ont des stages obligatoires. Donc, il y a déjà une expérience en entreprise, des stages obligatoires en entreprise, qui est vraiment très présente. Là. C'est 80%, c'est de la pratique. Donc, l'expérience est déjà là en formation professionnelle. Et ça, on sent que peut-être c'est oublié parfois, justement. Donc, il ne faudrait pas l'oublier. Oui. D'après vous et votre expérience sur le terrain, le taux de rétention d'étudiants internationaux en région avec ou sans PEC, pensez-vous qu'on va garder, si jamais il y a une opportunité de travail, on s'entend, une opportunité de travail en région, il est plus élevé, moins élevé, pas du tout élevé, pas du tout intéressant? Je n'ai pas de pourcentage à vous donner. Par contre, je sais que comme la moyenne d'âge au niveau de la formation professionnelle est environ 30 ans, la moitié de ces étudiants-là sont des couples ou des jeunes parents, donc avec des enfants. Souvent, c'est une clientèle qui va préférer aller vers les régions plutôt que d'aller dans des très grands centres pour la facilité, justement, des services, pour la facilité avec les enfants, la sécurité, etc. Donc, souvent, la clientèle va quand même être attirée vers les régions. On a des témoignages de gens qui disent « Si c'était à refaire, je retournerais faire ma formation en région, c'est sûr, parce que l'intégration est plus facile, la communauté est plus accueillante, c'était plus simple de m'intégrer avec cette clientèle-là d'à peu près une moyenne de 30 ans à peu près. » J'ajouterais que souvent, le modèle pédagogique privilégié, c'est l'alternance travail-études. Donc, les heures prévues au programme d'études se font presque la moitié, sinon plus, en milieu de travail. Donc, le centre de formation professionnelle est en lien avec des entreprises, fait des ententes avec les entreprises pour qu'il y ait une embauche, puis que les heures de la formation se donnent en entreprise. Donc, la personne est pleinement intégrée autant en emploi qu'à la communauté, là, si elle vient avec sa famille notamment. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 20 secondes. Oui, rapidement. Permis fermé. Les permis fermés versus ouverts, est-ce que vous êtes interpellé par rapport à cela?
Bien, on sait en 10 secondes que les permis de travail fermés, ça commence à être un petit peu plus populaire auprès des employeurs qui sont prêts à faire la démarche, à payer, à mettre du temps, de l'énergie pour ça, mais ça reste un défi. C'est pas quelque chose de facile pour un travailleur temporaire de trouver un employeur pour avoir un permis de travail fermé, surtout dans les domaines dans lesquels on parle, parce que les domaines, justement, de construction, les domaines de la santé, de l'éducation, c'est des domaines qui ont des syndicats, des fois c'est plus compliqué. Donc, le permis de travail fermé n'est pas toujours la bonne avenue, c'est un parcours de combattant. Merci beaucoup. Alors, on termine l'échange avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Vous dites dans le mémoire, puis c'est un fait, là, c'est 20 mois pour la résidence permanente en moyenne au Québec, 7 mois à l'extérieur. Comment on explique ça encore aujourd'hui en 2023? Pourquoi c'est 3 fois plus long? C'est pas vraiment à nous, je pense qu'il faut poser la question. Vous avez des experts, vous êtes sur le terrain, vous développez des pistes, vous avez des idées, vous parlez KRCC, vous parlez au MIFI. Comment ça se fait que c'est 3 fois plus long au Québec? Je pense qu'il y a une partie au niveau du gouvernement fédéral là, qu'on ne pourra pas répondre ici, parce qu'il y a aussi les délais au niveau fédéral qui sont même plus élevés pour les demandes qui proviennent du Québec. Donc, traiter toutes les autres hors Québec en 7 mois. Donc, ils sont capables de traiter celles du Québec en 7 mois. Donc, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous donner la réponse. Parfait. On dit PEC. On a le même sentiment que vous, là. On trouve que c'est injuste, inéquitable, mais on n'a pas la réponse. On dit PEC diplômé hors seuil. Jusqu'à ce jour-là, on n'avait pas entendu parler de ça, par contre, le hors seuil pour le PEC étudiant, le PEC diplômé. Est-ce que vraiment on veut hors seuil ou finalement on préfère juste avoir le bon seuil? Tu sais, historiquement, il n'y en a pas eu d'enjeu avec le seuil. Le PEC avait 8, 9 000 autour de demandes annuellement, puis on ne s'est jamais posé la question avant ce jour. Est-ce que vous pensez que c'est comme une fausse bonne idée ou finalement on reviendrait juste avec un seuil qui serait celui qu'on veut puis on aurait tout dans l'immigration régulière dans le seuil? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce serait de ne pas se bloquer. On ne s'est jamais bloqué. Par contre, non, on se bloque parfois quand même. Pour, en ce moment, la déclaration d'intérêt, on fait de la pige avec un seuil, on se bloque. Non. Sauf que là, on parle d'un seuil total d'immigration, donc pas seulement pour le PEC, pas seulement pour... donc, c'est comme un seuil total. Donc, pour le PEC, il ne faudrait pas non plus se bloquer encore, je pense. OK. Au final, ça peut revenir au même, finalement. Si on s'était donné un seuil qui est celui auquel on s'attend, finalement, je ne sais pas ça va être quoi, là, je n'ai pas les estimés. Ça va être 12 000, 13 000, 14 000, aucune idée. On reviendrait un peu à la même chose, là. Finalement, on est en train de comparer deux choses qui sont peut-être les mêmes. On me dit beaucoup sur le terrain que c'est difficile, de plus en plus difficile de changer un CAQ pour études, si on change de niveau d'études. Est-ce que c'est une réalité que vous vivez sur le terrain? Oui, c'est une réalité. Je pense que ça s'explique quand même par la vérification qui se fait au niveau de vérifier si les gens ont respecté leurs conditions de séjour de CAQ, entre autres. Donc, on sent qu'il y a plus de vérification qui est faite. On sent qu'il y a des enjeux qui sont soulevés, puis la vérification vient avec. Je pense que c'est pas nécessairement mauvais non plus, parce que il manquait peut-être un petit peu de vérification, comme tout à l'heure, on me demandait comment on pourrait faire pour vérifier que les gens vont demeurer en région si jamais ils déclarent qu'ils vont en région. La vérification est difficile sur des individus qui sont mobiles, donc je pense que c'est pas mauvais qu'il y ait quand même une vérification de ce côté-là. OK. Donc, ça va pas... Ou normalement, ça finit par fonctionner. Moi, ce que j'entends, c'est que des gens, malheureusement, bon, je sais pas, moi, sont inscrits au baccalauréat, arrivent, c'est beaucoup plus difficile que ce à quoi ils s'attendaient. Finalement, à la fin de la première session, on se dit, bon, ça marchera pas mon affaire, je vais échouer malheureusement. Et décident de s'inscrire dans un programme dont ceux que vous avez nommés, ou DEP, ou autre chose. Et là, le changement est systématiquement bloqué, ça ne passe pas, et ces gens-là se retrouvent dans une situation de précarisation. Le CAQ n'est pas octroyé. Il y a un échec à l'université. Et là, on se retrouve dans des gens qui tombent sans statut. Personnellement, moi, ces dossiers-là, celui que vous mentionnez, habituellement fonctionne. Ceux qui sont refusés ou intention de refus, c'est ceux qui ont traîné un peu trop, souvent. Donc, ceux que moi, je vois. Il existe plusieurs situations possibles, là. Mais habituellement, les gens arrivent, finalement, commencent pas l'école, puis là, veulent changer. Là, ça se peut qu'il y ait un refus ou une intention de refus. Mais dans l'exemple que vous avez donné, habituellement, c'est accepté. Merci beaucoup. Merci pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Alors, sur ces bons mots,
la commission va ajourner, mais je tiens au nom de mes collègues, va suspendre, pas ajourner, va suspendre quelques minutes, mais je tiens quand même à vous remercier pour l'apport à nos travaux. Alors, on se revoit à 19h15.